Bienvenue sur cette nouvelle lecture de Minuit. Et aujourd'hui, en fait, je vais te lire un passage, je vais te lire un chapitre du livre de Stéphane Maberge, S'éveiller en rêvant, dont je t'ai déjà parlé assez souvent. Et en fait, je vais te lire un chapitre aujourd'hui, c'est le 6e chapitre, et il s'appelle La vie comme un rêve. Conscient dans vos rêves et pleinement vivant dans votre vie. Donc ça commence par une petite citation. Nous ne devons jamais cesser d'explorer, et à la fin de l'exploration, nous arriverons là où nous avons commencé, et nous verrons cet endroit pour la première fois. Et à travers l'inconnu de cette porte, ce qui restera de la terre à découvrir sera ce qui était au commencement. Et c'est une citation de T.S. Eliot. Ok, donc on va commencer le chapitre. Un véhicule pour explorer le réel. Il y a une nouvelle citation. Les rêves sont un réservoir de connaissances et d'expériences pour explorer le réel. Mais ils sont souvent sous-estimés en tant que tels. Ça, c'est une citation de Tartang Tulku. Ok, donc là, ça commence le chapitre. Depuis plus de 1000 ans, les bouddhistes tibétains ont utilisé le rêve lucide comme un moyen de prendre conscience de la nature illusoire de la réalité personnelle, et aussi comme une partie d'un corps, de pratique censée conduire à l'illumination et à la découverte de la nature de notre ultime identité. Les soufis également ont utilisé le rêve lucide, ou ce qui lui correspond à des fins spirituelles. Le célèbre maître soufi du XIIe siècle, Muhyiddin ibn el-Arabi, recommandait « Un individu doit contrôler ses pensées dans un rêve. L'entraînement de cette vigilance produira de nombreux bienfaits. Tout le monde devrait s'exercer à atteindre cette aptitude de grande valeur. » Donc là, il y a une citation de Tartang Tulku qui... Alors, pour sa part, les bienfaits du rêve lucide ainsi. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. C'est une citation de Tartang Tulku. Il dit « L'expérience que nous gagnons des pratiques que nous faisons durant nos rêves peut être importée dans notre vie quotidienne. Par exemple, nous pouvons apprendre à transformer les images effrayantes que nous voyons dans nos rêves en images paisibles. Par le même processus, nous pouvons transmuter les émotions négatives que nous ressentons durant la journée en un surcroît de conscience. Ainsi, nous pouvons faire usage de nos expériences dans l'état de rêve pour vivre une vie plus souple. » Il poursuit. En persévérant dans la pratique, nous voyons de moins en moins de différence entre l'état de veille et l'état de rêve. Nos expériences dans l'état de veille deviennent plus vives et plus variées en raison d'un raffinement de notre capacité d'attention. Ce type d'attention raffinée par les pratiques du yoga du rêve contribue à créer un équilibre intérieur. Pour les yogis tibétains, le rêve lucide en tant que véhicule pour explorer le réel représente une opportunité d'expérimenter et de prendre pleinement conscience de la nature subjective de l'état de rêve, et par extension de l'état de veille, de l'état de rêve et de l'état de veille. Cette prise de conscience effective revêt pour eux la plus profonde des significations. Prendre conscience que notre expérience de la réalité est subjective est porteur d'implications pratiques. D'après Tartang Tulku, lorsque nous considérons toutes nos expériences comme subjectives, et donc ayant la nature d'un rêve, les concepts et les identités dans lesquels nous avons été confinés commencent à s'évaporer. Lorsque la définition de notre identité devient moins rigide, nos problèmes deviennent plus légers, et en même temps, un niveau de conscience plus profond se développe. Par ce biais, même les choses les plus difficiles deviennent faciles et source de satisfaction. Lorsque vous réalisez que tout est comme un rêve, vous atteignez une pure conscience. Et une manière de l'atteindre est de réaliser que toute expérience est de même nature qu'un rêve. Tartang Tulku nous dit qu'en plus d'amener une nourriture intérieure source d'équilibre et surcroît d'intensité et de variété à notre vie, la pratique du rêve lucide illumine des facettes méconnues de notre esprit et ouvre la voie à des explorations de la réalité dans de nouvelles dimensions. Le rêve lucide peut être utilisé pour apprendre à nous changer nous-mêmes et à développer une attitude plus flexible. Connaissance de soi. Donc là, il y a une citation d'Idriss Shah. Nasruddin rentra dans une banque pour encaisser un chèque.
Le guichetier lui demanda alors s'il pouvait s'identifier. « Oui, je le peux, répondit Nasruddin en sortant un miroir et en y scrutant les détails. C'est tout à fait moi. Notre véritable identité n'est pas nécessairement celle à laquelle nous nous identifions. Nous ne sommes pas ce que nous pensons être lorsque nous rêvons, et aussi ce que nous pensons être lorsque nous vivons l'état de veille. Vous pouvez vérifier cela par vous-même lors de votre prochain rêve lucide. Interrogez-vous sur la nature de chacun des éléments que vous rencontrez dans votre rêve lucide. Par exemple, vous pouvez être assis à une table onirique, avec vos pieds sur le sol onirique. On a une chaussure onirique autour d'un pied onirique, faisant partie d'un corps onirique, et donc d'un moi onirique. Tout ce que vous avez besoin de faire est de réfléchir sur votre situation une fois conscient dans un rêve. Et vous voyez alors que la personne que vous paraissez être dans ce rêve ne peut pas être qui vous êtes véritablement. Il s'agit simplement d'une image, une représentation mentale de vous-même. Ou pour utiliser une terminologie freudienne, votre ego. Voir que l'ego ne peut pas être qui vous êtes véritablement rend plus facile la cessation de l'identification avec ce dernier. Lorsque vous ne vous identifiez plus avec votre ego, vous êtes libre de le changer. La prise de conscience que l'ego est une image de vous-même vous donne plus d'acuité sur votre véritable identité. Et il vous devient difficile de confondre la carte et le territoire. Si vous pouvez voir votre ego objectivement dans son rôle en tant que représentation et serviteur du soi authentique, vous n'avez alors plus besoin de lutter avec votre lui. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser dans tous les cas. Et il ne serait d'ailleurs pas souhaitable de le faire, car l'ego est nécessaire pour fonctionner dans le monde. Le fait que l'ego et le soi authentique disent tous deux « je » est une source de confusion et d'identification erronée. L'ego éclairé dit « Je suis ce que je me pense être. Je suis ce que je me pense être. » Le soi authentique dit simplement « je suis ». Si je sais que je ne suis pas mon ego, j'ai suffisamment de détachement pour être objectif à mon sujet. Comme dans l'histoire soufie dans laquelle un moine se vante auprès de Nasruddin en affirmant « Je suis si détaché que je ne pense jamais à moi-même, uniquement aux autres. » Nasruddin réplique « Eh bien moi, je suis si objectif que je peux me regarder comme si j'étais une autre personne, et donc je ne peux pas me permettre de penser à moi-même. » J'ai rien compris. Nasruddin réplique « Eh bien moi, je suis si objectif que je peux me regarder comme si j'étais une autre personne. Ok, et donc je ne peux pas me permettre de penser à moi-même. » Ok. Moins nous nous identifions avec ce que nous pensons être, plus nous avons de chances de découvrir ce que nous sommes véritablement. Dans cette veine, le maître soufi Tarikavi écrit « Lorsque vous vous êtes trouvé vous-même, vous avez la connaissance. Avant, vous ne pouvez avoir que des opinions. Les opinions sont basées sur les habitudes et sur ce que vous considérez comme pratique. Le chemin spirituel exige la rencontre avec vous-même. Vous ne vous êtes pas encore rencontré vous-même. Le seul avantage de rencontrer les autres, en attendant, est qu'il peut arriver que l'une de ces rencontres vous présente à vous-même. Avant que cela se produise, vous imaginerez sans doute que vous vous êtes rencontré vous-même de nombreuses fois. Mais la vérité est que lorsque vous vous rencontrez véritablement, vous parvenez à une donation permanente et un legs de connaissances qui n'a rien d'équivalent sur Terre. Avant d'éprouver le désir sincère de vous rencontrer vous-même, vous trouverez peut-être la satisfaction des désirs et des volontés de votre ego plus impérieuses. C'est naturel, et il serait sans doute contre-productif et frustrant pour vous d'essayer de vous mettre en quête des aspects les plus sublimes de votre être, lorsqu'une partie de vous est encore en train de réclamer pour la satisfaction des désirs et des passions non comblées dans votre vie. De plus,
Il ne faudrait pas voir dans la recherche de la transcendance un moyen de fuite. Souvenez-vous des rêves démoniaques de Van Eden. Vous devez en premier lieu avoir la bonne volonté de traiter les problèmes que vous rencontrez à votre niveau personnel. Mais après avoir résolu les problèmes qui auront pu se présenter dans le rêve, et après un niveau suffisant de satisfaction, vous ressentirez peut-être l'urgence ou le besoin de chercher des possibilités qui dépassent ce que vous connaissez ou pouvez concevoir. Pour aller au-delà du modèle du monde imposé par l'ego, le rêveur lucide doit abandonner tout contrôle dans le rêve. S'abandonner à quelque chose au-delà de l'ego. Je ne suis pas d'accord avec ça. Un de mes rêves lucides, parmi les plus mémorables et les plus significatifs, se produisit lorsque je m'abandonnais et m'ouvrais au conseil du Très-Haut. Alors, il raconte. Je suis en train de rouler dans ma voiture de sport le long d'une route onirique, émerveillé par la beauté de ce paysage vibrant et parfaitement conscient d'être en train de rêver. Après quelques instants, le long de cette route, je vois une très belle autostoppeuse tout près de moi, sur le côté. Je ressens une forte inclination à m'arrêter et à la prendre en stop. Mais je me dis à moi-même, j'ai déjà fait ce rêve auparavant, et si je vivais quelque chose de nouveau? Et donc je la dépasse en prenant la résolution de chercher plutôt le très haut. À l'instant où je m'ouvrais à cette possibilité d'être guidée, ma voiture décolla et s'envola rapidement dans les airs, jusqu'à ce qu'elle se désolidarise de moi comme le premier étage d'une fusée, tandis que je continuais à voler encore plus haut dans les nuages. Je rencontrai une croix sur un clocher, une étoile de David et d'autres symboles religieux. Alors que je m'élevais encore plus haut, au-delà des nuages, j'entrais dans un espace qui semblait être un royaume mystique immensément vaste. Un vide très vaste qui débordait d'amour, un espace sans limite qui me donnait le sentiment d'être à la maison. J'étais euphorique, et je commençais à chanter avec une inspiration extatique. La qualité de ma voix était vraiment étonnante et s'exerçait sur une palette allant d'une profonde voix de basse au soprano le plus haut. J'avais le sentiment d'embrasser le cosmos tout entier au travers des résonances de ma voix. J'ai déjà fait un rêve comme ça où j'avais une voix juste incroyable qui sortait des profondeurs de mes tripes et où au réveil je me suis sentie vivante et heureuse d'être qui j'étais. C'était juste ouf. Et du reste, dans mes rêves lucides ou même mes rêves normaux, de façon générale, la voix ou le son, c'est pas ce qui est le mis plus en avant, mais alors là c'était vraiment, tout le rêve il était complètement axé sur le son justement qui sortait de moi. Bref. Ce rêve me donna un nouveau sens de l'identité. C'est intéressant parce que moi c'était un peu ça, ce sentiment-là aussi, quoi. J'avais le sentiment d'avoir découvert une autre modalité d'être avec laquelle mon sens ordinaire de l'identité entretient une relation identique à celle que la goutte d'eau entretient avec l'océan. Bien sûr, je n'ai pas le moyen d'évaluer en quoi cette vision est effectivement en rapport avec la nature ultime de la réalité, si tant est qu'une telle chose existe. Et je dis ceci malgré la dimension de certitude qui accompagnait cette expérience. Sommes-nous vraiment en état de veille? Point d'interrogation. Idriss Shah, considéré par certains comme ayant été le maître soufi de son époque, a affirmé que la plupart des gens font l'erreur fondamentale de croire qu'ils sont vivants alors qu'ils sont simplement endormis dans la salle d'attente de la vie. C'est là une idée courante des doctrines ésotériques pour lesquelles l'état de conscience ordinaire que nous appelons état de veille est si loin de voir clairement les choses dans leur lumière véritable et objective qu'il conviendrait davantage de l'appeler sommeil ou rêve. Bertrand Russell, qui a navigué sur un tout autre chemin, en arrive à la même conclusion. Si l'on en croit la physique moderne, écrit le philosophe, les rêves que nous appelons perceptions dans l'état de veille ont autant de ressemblances avec la réalité objective que les fantastiques rêves durant le sommeil. Mais si nous laissons les philosophes de côté, et si l'on vous demandait « Êtes-vous éveillé maintenant ?» vous répondriez probablement « Certainement ». Malheureusement, l'intime conviction d'être éveillé ne garantit en rien que nous le soyons véritablement.
lorsque Samuel Johnson donna un coup de pied dans un rocher pour dire « Nous savons ce qui est réel ». Il exprimait son sens de la certitude. Pourtant, le docteur Johnson aurait pu rêver qu'il donnait un coup de pied à une pierre et ressentir la même chose. L'impression illusoire de certitude concernant l'intégrité et la cohérence de nos vies nous conduit à ce que William James décrivait comme une clôture prématurée de nos comptes avec la réalité. Comment savez-vous que vous êtes éveillé à l'instant même? Vous direz peut-être que vous vous souvenez vous êtes réveillé de votre dernière nuit de sommeil. Mais cela aurait très bien pu être un faux réveil. J'ai fait une vidéo sur le sujet récemment. Très intéressant, effectivement. Effectivement, est-ce qu'on est sûr de s'être réveillé? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un faux réveil là tout de suite maintenant? C'est très intéressant. Et vous avez peut-être été trompé en rêvant que... Je reprends la phrase. Mais cela aurait très bien pu être un faux réveil et vous avez peut-être été trompé en rêvant que nous n'étiez... que vous... En fait, il y a une faute dans le livre. Que vous n'étiez plus en train de rêver. Bref. Peut-être que ce que nous considérons être le véritable réveil n'est qu'un autre degré de réveil partiel ou de faux réveil. Un romancier s'exprimant sur ce sujet a écrit « Pourquoi donc, mes amis, ces degrés successifs n'existeraient pas? J'ai souvent rêvé que je m'éveillais, et il m'arrive de réfléchir dans un rêve sur un rêve antérieur. Ça c'est vrai moi aussi. Lorsque je me suis réveillée de telles situations, j'étais alors capable de réfléchir sur mes deux rêves. Dans cette plus grande clarté, le second était une sorte d'état de veille relativement au premier. Ce réveil véritable, qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas lui-même un jour finir par m'apparaître comme un rêve à son tour? Trop de choses ici-bas nous restent confuses et obscures. Il est impossible que le véritable état de veille se tienne là. C'est très intéressant. Encore une fois, essayez de vraiment vous interroger. Suis-je vraiment éveillé? Vous remarquerez à quel point il est difficile de poser véritablement la question. Se poser sincèrement la question de savoir si nous sommes véritablement éveillés exige de douter honnêtement, même si ce n'est que légèrement. Et ce n'est pas facile pour la plupart d'entre nous. Mais douter de ce dont on ne peut douter est le métier des philosophes. Comme l'écrit Nietzsche, l'homme qui a une tournure d'esprit philosophique a le pressentiment qu'une toute autre réalité se trouve cachée sous cette réalité, dans laquelle nous vivons et sommes impliqués, réalité qui n'est donc qu'apparence. Schopenhauer, pour sa part, considérait sa propension à percevoir les êtres et les choses comme de simples fantômes et des images oniriques, comme le véritable critère de son aptitude philosophique. En quoi ne serions-nous pas pleinement éveillés? Il se pourrait que nous possédions un sens supérieur, nous pourrions dire une forme d'intuition, qui demeure ordinairement endormie lorsque nos sens avec lesquels nous sommes plus familiers sont éveillés. Ainsi, l'expérience que nous considérons être notre état de veille et aussi notre veille complète pourrait être en fait une veille partielle. Orage écrit. On craindra peut-être qu'il ait quelque chose de morbide dans les spéculations qui vont suivre et qu'un effort pour voir notre vie éveillée, simplement comme une forme de sommeil, pourrait diminuer son importance pour nous et l'intérêt qu'on lui porte. Mais cette attitude face à un fait possible et probable n'est elle-même que morbidement timide. La vérité est que nous pouvons soupçonner d'être encore en train de rêver lorsque nous nous réveillons et que notre état présent de veille est une forme de rêve. C'est l'éveil au sentiment religieux. Prendre conscience que nous ne sommes que partiellement éveillés est la première condition pour devenir nous-mêmes pleinement éveillés. Étant donné que le simple raisonnement philosophique n'a que peu de pouvoir pour éveiller authentiquement, le doute sur le fait que nous sommes partiellement éveillés. Il est heureux que nous puissions avoir accès à cette compréhension à travers l'expérience directe. Les rêves lucides nous permettent de prendre pleinement la mesure de ce que cela représente de penser que nous sommes réveillés pour soudain découvrir que nous ne le sommes pas. Le livre du professeur J.H.M. Whiteman, La vie mystique, fournit un exemple de l'impact inouï que cette découverte peut apporter. Le docteur Whiteman croyait que son expérience mystique nocturne
était stimulé par l'état méditatif dans lequel il avait écouté une performance de quatuor à cordes la veille au soir. Le concert l'avait tellement transporté que pour quelques instants il s'était senti ravi hors de l'espace par l'extrême beauté de la musique. Ravi hors de l'espace par l'extrême beauté de la musique. Et qu'il avait expérimenté un nouvel état de contemplation et de joie. Cela ressemble à une expérience paroxystique, mais son premier rêve de la nuit suivante relève d'une intensité encore plus grande. Donc là, il raconte le rêve. J'avais l'impression de me déplacer avec fluidité dans une région de l'espace, dans laquelle une forte impression de froid m'enveloppait et captait étrangement mon attention et mon intérêt. Je pense qu'à ce moment précis, le rêve est devenu lucide. Alors soudainement, tout ce qui jusqu'à présent était imprégné de confusion disparut. Et un nouvel espace imprégné de présence vive et d'acuité perceptive s'ouvrit. Les ténèbres elles-mêmes semblaient vivantes. La pensée qui me vint à l'esprit, avec une extrême conviction, était que je n'avais jamais été vraiment éveillée avant cet instant. Bien qu'il ne soit pas systématique pour les rêveurs lucides d'expérimenter des perceptions de l'ordre de celles expérimentées par Whiteman, il n'est pas du tout rare pour eux d'éprouver qu'ils n'avaient jamais été véritablement éveillés et présents dans leurs rêves auparavant. L'expérience du rêve lucide fournit une analogie simple, mais puissante, pour comprendre les degrés d'éveil. Posons X comme étant à l'état de conscience ordinaire de veille, ce que l'état de rêve lucide est à l'état de rêve ordinaire. Cet état inconnu X, l'état de veille lucide, peut être interprété de différentes manières, allant d'une simple qualité d'attention supérieure à l'illumination. Souvenons-nous qu'il y a plusieurs degrés de lucidité, allant de la lucidité anecdotique à la lucidité complète, étant donné que notre connaissance du fait d'être en train de rêver va de la simple conscience de ne pas avoir affaire avec la réalité quotidienne, jusqu'à la pleine conscience du fait d'être en train de rêver avec toutes les implications qui vont avec. De la même manière, il peut y avoir des degrés multiples de compréhension concernant ce rêve que nous appelons la vie. Cette aptitude du rêve lucide à nous faire pressentir la possibilité d'un éveil plus vaste pourrait être une des applications les plus profondes du rêve lucide. En toute certitude, il nous fournit quelque chose de grande valeur en nous aidant à devenir plus vivants dans nos vies. Nous avons tous fait l'expérience de rentrer dans une pièce pour y faire ou y prendre quelque chose et d'oublier une fois que nous y sommes ce que nous étions venus y chercher. Pire encore, nous pouvons aussi ne même pas remarquer que nous avons oublié pourquoi nous étions rentrés dans cette pièce et faire alors par exemple ce que nous avons l'habitude de faire dans cette pièce. Ce genre trivial d'épisode de psychopathologie de la vie quotidienne offre une analogie à cette amnésie que nous n'expérimentons pas seulement dans nos rêves, mais aussi dans la globalité de notre vie. Typiquement, dans nos rêves, nous ne nous rappelons ni de ce que nous faisions avant que le rêve commence, par exemple aller au lit, ni n'avons de préoccupations concernant cette inaptitude à nous souvenir de quoi que ce soit. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire quand même que plus dans ta vie éveillée, tu prêtes attention à ce que tu fais, plus tu es en pleine conscience. Il y a d'ailleurs une méthode qui s'appelle la méthode ADA, All Day Awareness, qui consiste à être pleinement conscience de tout ce que tu fais pendant la journée, de mettre de l'attention dans ce que tu fais, dans ce que tu ressens, dans ce que tu penses. Plus tu vas être attentif et pleinement conscient dans ta vie éveillée, plus tu as de chances de l'être dans ton rêve. Parce qu'en fait, dans tes rêves, tu agis exactement comme tu agis dans ta réalité ordinaire. La plupart du temps, comme là il le décrit dans ce passage, on fait des trucs de façon mécanique, on ne prend pas conscience de ce qu'il y a autour de nous, on est complètement inconscient et complètement endormi comme des zombies qui tournent sur des programmes jour après jour. Et donc plus tu vas mettre cette attention et cette pleine conscience dans ta vie éveillée, plus il y a de chances que ça se reproduise, ce comportement se reproduise en rêve et que tu deviennes pleinement lucide en rêve. C'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on a un réel pouvoir en fait, on a un vrai pouvoir de devenir conscient dans notre vie et conscient dans nos rêves. C'est fascinant, franchement c'est fascinant.
Bref, je sais plus où j'en étais. Du coup, c'est la même... Alors ouais, c'est la même chose dans la vie. Nous nous retrouvons en vie, ici, maintenant, avec aucune mémoire de ce que nous sommes venus faire ici, ou de qui nous étions avant d'être. Qui, pourquoi, dans quel but. Nous n'avons pas d'indice. Vraiment pas d'indice. Tout comme nous sommes capables, avec l'aide et la préparation appropriée, de nous souvenir de nos intentions dans nos rêves, nous pouvons aussi nous souvenir ce que nous avons à faire dans nos vies. Je vous laisse un indice. T.S. Eliot nous donne la moitié du secret avec la phrase « Dans mon commencement se trouve ma fin. Dans mon commencement se trouve ma fin. » Et l'autre moitié avec la réflexion « Dans ma fin se trouve mon commencement. » En parlant de commencement et de fin, je me souviens d'un conte dont il dit qu'il contient, à ses multiples niveaux d'interprétation, toute la sagesse. Peut-être le connaissez-vous. Donc ça va être le conte, je vais finir là-dessus d'ailleurs, qui s'appelle Le précieux joyau. Ah, c'est la fin du livre en fait. Ouais, je vais finir là-dessus, parfait. Le précieux joyau. Dans un lointain royaume de perfection, régnait un monarque qui avait une femme et 2 merveilleux enfants, un fils et une fille. Ils vivaient heureux ensemble. Un jour, le père appela son fils et lui dit « Le temps est venu, comme il vient pour nous tous. Tu vas devoir aller en bas, à une distance infinie dans une autre contrée. Tu dois chercher et ramener un précieux joyau. » Les voyageurs furent conduits discrètement dans une contrée étrange, dans laquelle les habitants vivaient presque tous une existence très sombre. L'effet de cet univers fut tel que les voyageurs perdirent le contact entre eux, vagabondant comme s'ils étaient endormis. De temps en temps, ils voyaient des fantômes, comme il en existe dans leur pays, mais leur état faisait que ces rencontres n'avaient pour effet que d'approfondir leur rêverie, qu'ils commençaient maintenant à prendre pour la réalité. Lorsque des nouvelles de son enfant parvinrent au roi, il fut envoyé un message par un serviteur de confiance, un homme sage. Souvenez-vous de votre mission, réveillez-vous de votre rêve et restez ensemble. Grâce à ce message, ils sortirent de leur brume et avec l'aide de ce guide qui venait à la rescousse, ils osèrent affronter les périls monstrueux qui entouraient le joyau. Et grâce à son aide magique, ils retournèrent dans leur royaume de lumière pour un plus grand bonheur sans fin. Bon, c'est un conte très spirituel en vrai. Bon bah voilà. C'était le dernier chapitre du livre S'éveiller en rêvant de Stéphane Laberge. Si t'es intéressé par le livre, je te mets le lien en description si tu veux l'acheter sur Amazon. Et puis voilà, c'était une nouvelle lecture de minuit, la 4e je crois si je me trompe pas. On se retrouve. J'ai plus de salive, ça y est, j'ai lu là, j'ai plus de salive, j'ai envie de boire. On se retrouve mercredi soir prochain à minuit, mercredi si on est bien mercredi aujourd'hui, pour une nouvelle lecture de minuit. Ciao.